Salut Candice, bienvenue. Merci, salut Louise, salut tout le monde. Écoute, je suis ravie de t'accueillir à mon micro aujourd'hui pour que tu nous parles à ton tour de ton histoire, de ton expérience, de ce que tu as vécu. Comment tu te sens à ce début d'épisode de podcast? Je me sens très bien, je me sens honorée d'être sur ton podcast Louise et puis toujours très motivée et touchée par la possibilité de pouvoir témoigner de mon histoire, mon parcours et de l'adoption tout court. C'est chouette, je te remercie d'être ici. Alors je te propose de commencer par te présenter qui tu es, d'où tu viens, où es-tu aujourd'hui, faire une petite photo de là où t'es. Ok, super. Alors moi c'est Candice, j'ai 28 ans, je suis née à Ho Chi Minh Ville, donc à Saigon au Vietnam. Je suis née en 94 et j'ai mes deux parents qui m'ont adoptée qui sont français, aveyronnais. J'ai toujours grandi, je suis arrivée en France, j'avais à peu près 2 mois et j'ai grandi à la campagne. J'ai fait un parcours assez classique avec des études de commerce, ressources humaines. Et puis là, ces 4 dernières années, je suis devenue entrepreneuse et maman depuis 1 an et demi. C'est chouette. Et alors, tes parents, concernant l'adoption, est-ce qu'ils ont suivi les démarches un peu, on va dire, officielles concernant l'adoption ? On va dire qu'en 94, je ne suis même pas certaine qu'on puisse parler de officiel. Malgré tout, ils avaient quand même, les démarches classiques du style, ils avaient une psy, ils avaient des visites, ils devaient remplir un certain nombre de papiers. Mais ensuite, arrivé au Vietnam en 94, on va dire que c'était un petit peu plus folklore. Je sais pas si je dois rentrer dans les détails ou pas, ou si ça vient dans une question plus tard, mais tu m'arrêtes. Voilà. Il a fallu y rester un peu plus d'1 mois, et pendant ce mois-là, finalement, chaque jour, ils avaient au départ le droit de venir juste me visiter. Les jours suivants, ils avaient le droit de me toucher, puis ensuite de me porter, puis ensuite de me promener, mais ça a été vraiment très très progressif. Et c'était surtout ma maman qui venait me visiter au quotidien, et mon père lui devait se battre quelque part avec l'administration, et au quotidien il faisait des allers-retours en moto à donner un petit billet, un dong de plus par exemple, aux Vietnamiens pour que les papiers puissent arriver quelque part plus vite et que le dossier puisse se finaliser. En soi, ils ne m'ont absolument pas acheté, mais pour pouvoir faire en sorte de m'avoir le plus tôt possible, il fallait toujours soudoyer un petit peu pour que les papiers avancent un peu plus vite. Ouais. J'imagine. Et puis je pense que quand une fois qu'ils sont au Vietnam, qu'ils t'ont vu, ils ont qu'une envie, c'est que tu deviennes leur fille et rentrer avec toi en France aussi. Donc exactement. Tout à fait. Il y a des choses qui se passent un peu en off, on va dire, mais qui restent des choses. En tout cas, dans ces années-là, tu vois, moi, je suis née en Pologne. J'ai entendu dire que dans les années 92, c'était un peu pareil. C'était possible aussi de donner des petits billets de temps en temps pour faire accélérer les procédures. Ouais, je suis pas étonnée. Et donc, t'es arrivée en France à 2 mois, c'est ça ? Oui, à peu près. Et comment t'as toujours su, en fait, que t'as été adoptée ? Tes parents t'ont toujours expliqué un peu ton histoire ? Ouais, on va dire que ça n'a jamais été un tabou. Ils me l'ont toujours dit. Et en soi, je suis tellement physiquement différente de mes parents. Contrairement à une petite sœur, on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ai une petite sœur qui, elle, finalement, peut ressembler à ma famille adoptive. Et moi, je pense qu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, en tout cas à l'âge où j'ai pu le conscientiser, effectivement, c'était évident pour moi que je ne pouvais pas provenir de mes parents, entre guillemets, quoi. Mais ils me l'ont toujours dit. Et est-ce que tu as su pourquoi tu avais été abandonnée à la naissance ? Alors, c'est très intéressant cette question. En fait, au départ, je le savais pas. Et j'ai grandi en me disant que je ne le savais pas, mais mes parents adoptifs, mes parents tout court donc, m'ont toujours répété que c'était pour mon bien, que c'était probablement parce qu'ils n'avaient pas forcément la situation qu'il fallait pour accueillir un enfant à ce moment-là. Et j'ai grandi avec cette idée-là, même si au fond de moi, je savais pertinemment que ce n'était qu'une probabilité parmi des milliers. Et un jour, j'ai fait quand même des recherches un petit peu plus poussées et voilà, j'ai trouvé un procès-verbal que j'ai fait traduire qui était en viet et qui stipule, ça dit que je suis arrivée sur les marches d'un orphelinat à Tam Binh au Vietnam, à Saigon. Il y avait rien autour. J'avais l'âge d'environ 1 semaine. J'étais dans un carton enroulé d'une écharpe et il y a des gardes qui m'ont vue sur les marches des escaliers et ils m'ont pris et c'est tout. Et donc, une fois
traduit ça, c'est vrai que il reste très peu de possibilités pour se dire vas-y, je fais des recherches sur mes origines. La seule possibilité, d'après des amis vietnamiens, c'était d'essayer de retrouver ces gardes qui étaient là en 1994 à cette date-là pour leur demander s'ils ont vu quelqu'un me déposer. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je rebondis parce que tu viens de dire des amis vietnamiens. T'es retournée au Vietnam depuis ta naissance ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait un voyage de tourisme, on va dire, où mes parents, lorsque j'avais 16 ans, on y est parti avec mes parents et ma petite sœur. C'était un voyage de 3 semaines très touristique. Absolument pas quelque part pour chercher mes origines, mais plutôt pour aller à la découverte, à la rencontre de mon pays et des habitants. Et puis ensuite, dans le cadre de mes études, j'y suis restée pendant quelques mois. Lorsque j'avais un peu plus de 18 ans, j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse à Hanoï, où j'ai adoré. J'étais bartender, donc je faisais des cocktails. J'ai rencontré beaucoup de personnes et je me suis fait effectivement des amis vietnamiens. Et lorsque j'ai fait mon voyage de tourisme avec mes parents, on avait engagé un guide touristique, un guide donc vietnamien, avec qui on s'était liés d'amitié. Et à la fin de ce voyage, il m'avait dit « Tu es comme ma sœur pour moi ». On était devenus très proches. Et quand je suis retournée donc au Vietnam solo, dans le cadre de mes études, je l'ai revu, j'ai vu sa famille, ses enfants, et on est toujours en lien aujourd'hui et on s'écrit très régulièrement. Ah, c'est trop chouette comme histoire. Et justement, donc tu parles de rencontrer tes origines au Vietnam. Comment toi t'as vécu tes origines du coup quand t'étais en France, quand t'étais plus jeune ou peut-être sur la période d'adolescence ? On va dire que j'ai vécu dans un tout petit village où il y avait seulement 315 habitants. Et on va pas dire que j'ai été très très bien accueillie par ma famille, ma grande famille. En revanche, dans mon petit village, ça a été beaucoup plus compliqué dès l'âge de la maternelle, dès l'école primaire aussi, où j'ai été, on va dire, victime de racisme. Après, mes parents me l'ont abordé de la meilleure des manières, je pense, et m'ont fait comprendre que voilà, parfois la différence, ça pouvait faire peur, qu'il y avait des ignorants sur cette terre et qu'il fallait plutôt en rire que de s'en vouloir. Malgré les mots de mes parents, j'avoue que pendant de très très longues années, jusqu'à effectivement mon adolescence, je n'assumais absolument pas le fait d'être vietnamienne, au point même de changer de trottoir lorsque je voyais des personnes asiatiques comme moi, tellement j'avais la sensation d'être en communauté et donc on allait encore plus nous regarder. Je voulais tellement pas se regarder sur moi-même que je faisais en sorte d'être la plus invisible possible, et malgré ça, malgré le fait d'essayer de devenir une femme discrète, une jeune fille discrète, j'avais toujours la sensation que lorsqu'on me regardait, lorsqu'on tournait lorsqu'on tournait les yeux vers moi, c'était toujours pour mes origines. Donc voilà, ça n'a pas toujours été évident. C'est pas que la faute des autres. Je pense que j'ai trop cru en ce qu'on me disait et donc je n'assumais pas qui j'étais. En plus de ça, je n'avais pas forcément d'exemple de personnes qui avaient été adoptées, qui s'en sortaient ou qui pourraient m'inspirer. Je n'avais pas d'exemple de personnes qui étaient asiatiques autour de moi, qui pourraient m'expliquer à quel point c'est super d'être asiatique. Et donc, je pense que c'était plus une tare qu'autre chose. Et ce n'est que lorsque j'ai fait mon premier, mais surtout mon deuxième voyage au Vietnam, que je me suis rendue enfin fière de mes origines, mais uniquement là, quoi. Donc il a fallu attendre 18 ans. Et aujourd'hui, par rapport à tes origines, est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui ont changé par rapport à avant, justement ? Est-ce que comment tu l'assumes peut-être ? Alors oui, je l'assume entièrement. Je suis même fière de mes origines. J'aime mes origines vietnamiennes. J'aimerais, si j'avais la possibilité, j'aimerais tant en savoir encore plus. Et parce qu'il y a toujours aujourd'hui la barrière de la langue, j'ai pas les coutumes, etc. Mais en tout cas, d'avoir découvert tout ça profondément en y vivant, en y travaillant et en étant seule, ça m'a guéri de beaucoup de maux. Surtout que avant même de faire ce voyage solo, je m'étais dit, je vais enfin retourner dans mon pays et c'est enfin là que je vais me sentir chez moi et sentir bien. Eh ben, figure-toi, Louise, que lorsque je suis arrivée au Vietnam solo, je me suis dit, non, en fait, c'est pas chez moi et je ne me sens pas forcément bien à 100%, comme si j'étais à la maison chez mes parents, par exemple. Et c'est vraiment à ce moment-là, je pense, que j'ai compris que notre place, elle était là où on était aimé et c'est tout. Et qu'en fait, il fallait pas aller chercher plus loin. Aujourd'hui, encore plus, le fait d'être maman et d'avoir ma fille. Je reste la fille de ma mère, on est bien d'accord. Mais là, j'insiste sur ma fille parce que oui, j'ai donné vie à ma fille. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a
des ressemblances avec moi, forcément, ça m'a touchée. Ça a été très important pour moi, c'est sûr. Hein, c'était un moment important dans ma vie, comme n'importe quelle maman, je l'accorde. En tout cas, j'y portais une importance et j'attendais que ce soit important pour moi, et ça l'a été. Et là, je suis encore plus que guérie, quoi. Voilà, je suis très fière. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée qui s'appelle Lily, qui fait partie entièrement de mon histoire, qui est de Pierre Perret, d'où le fait que j'appelais ma fille Lilia. Et à la fin de cette chanson, elle dit voilà, Lily, elle rencontrera un jour un homme avec qui ben voilà, ils pourront tomber amoureux, il n'y aura plus cette barrière de couleur de peau, et ensemble ils auront un enfant qui aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée. Et aujourd'hui, ma fille Lilia, elle a ça. J'ai mon conjoint qui est 100% portugais. Et elle n'a donc absolument pas un pourcentage en soi de français. Et je suis très fière de ses origines. Et je lui apprendrai au quotidien à ce qu'elle en soit fière. Si tu veux en parler un peu plus maintenant de cette chanson, Lily. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette chanson? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette chanson? Quand j'étais toute petite, j'avais une fille qui ne m'acceptait pas. Je pense que c'était plus ses parents qui ne m'acceptaient pas, et elle ne répétait que ce que ses parents disaient. On avait 5, 6, 7 ans. Et puis voilà, j'étais un peu son martyr, on va dire. Et le maître d'école là, s'en est vraiment rendu compte. Et un jour, il a décidé de nous apprendre la chanson Lily de Pierre Perret. Et il nous l'a fait chanter ensuite devant tous les parents d'élèves, pour les sensibiliser quelque part, pour rappel. Et j'invite à tous à quelque part, voilà, aller écouter cette chanson Lily de Pierre Perret. Mais elle raconte une jeune fille donc qui s'appelle Lily, qui vient de Somalie et qui vient faire les sales boulots ici. Et un jour, elle rencontre quelqu'un, il tombe fou amoureux. Finalement, ce quelqu'un l'accueille dans sa famille lui fait comprendre qu'ils ne veulent pas d'elle, mais qu'ils ne sont pourtant pas racistes pour dessous, mais qu'ils ne veulent pas d'elle. Forcément, ça la touche. Et puis, elle continue sa vie. Elle rencontre Angela Davis, qui lui fait comprendre qu'est-ce que c'est l'indépendance et les droits d'une femme. Elle manifeste. Et puis, la fin, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'elle rencontrera l'amour un jour et qu'elle aura un enfant qui aura la couleur de l'amour. Cette chanson, voilà, il a voulu sensibiliser tous les parents d'élèves, et c'était surtout les parents de cette jeune fille en particulier. Et puis, ma famille, mon père était musicien, moi je jouais beaucoup du piano aussi, donc j'ai grandi avec cette chanson, on l'a toujours jouée, chantée. Et puis, quand il était question voilà, de trouver un nom, un prénom à notre fille, j'ai pensé très, très rapidement à Lily. Et puis, quand Lilia est née, eh bien, j'ai écrit à mon maître d'école. Et je lui ai dit tous les bienfaits qu'il avait fait, enfin tous les bienfaits de son geste sur moi, sur ma vie, sur mon parcours, le fait que finalement il m'a inspiré tout au long de ma vie, qu'aujourd'hui je fais un métier qui est en rapport avec ça, le fait de planter une graine, et que finalement parfois comme un maître d'école, ces enseignements et le résultat n'est que 20 ans plus tard. Et voilà, lui faire comprendre qu'il m'avait beaucoup inspiré, et je crois que voilà, il a eu les larmes aux yeux, il a été très fier de lui. Et voilà, encore une fois, je pense que chaque petite attention est très très importante, et d'où voilà la chanson Lily et ma fille qui porte son prénom. C'est une belle histoire. Et petite question, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ton adoption qui sont remontées sur cette période-là, le fait de donner la vie à un enfant, et un enfant adopté a été abandonné à la naissance, tu vois, ça peut réveiller des petites questions? Bien sûr, et non, je pense pas. En fait, Lilia a tellement été souhaitée, elle a tellement été voulue que je n'ai pas du tout pensé à ma situation. Encore une fois, le fait d'être adoptée n'a rien de triste en soi, et ce n'est que les autres parfois qui me rappellent que j'ai été abandonnée. Alors que moi, je me disais juste que j'ai été accueillie ou que j'ai été adoptée, mais pas abandonnée. Et donc, je dirais que non. Au contraire, et même elle me donne de la force. Ma grossesse m'a donné de la force, ma fille me donne de la force aujourd'hui en me disant que si un jour, quand elle grandira, elle aura envie de connaître encore plus ses origines, alors je ferai ce travail pour nous deux. Aujourd'hui, c'est pas que j'en ai pas la force, c'est que j'ai d'autres priorités et que je ne ressens pas le besoin profond. Mais je sais que je serai capable de le faire pour elle et pour nous. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ta petite sœur. Oui. Alors, qui est-elle? Alors, ma petite sœur s'appelle Raphaël, elle est colombienne. Mes parents l'ont adoptée en 96. Ils m'ont pris avec eux. J'avais un peu plus de 2 ans. Et donc, on allait la chercher en Colombie. Elle avait 3 mois quand on allait la chercher. Elle, c'était dans des conditions encore différentes. Elle était chez une nounou, on va dire, qui l'a gardée jusqu'à donc trouver quelqu'un qui pourrait l'adopter.
Et aujourd'hui, voilà, elle a 26 ans, elle est éducatrice spécialisée et elle a rencontré sa famille biologique il y a quelques années déjà. Et comment, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une... parce que moi, j'ai un frère qui a été adopté aussi. Et aujourd'hui, je vois qu'on a 2 façons complètement différentes de voir l'adoption. Où moi, j'en parle pas, lui, il exprime et il dit à tout le monde qu'il vient de Pologne, etc. Est-ce que toi, tu as vu des choses soit complètement différentes dans la façon de gérer cette information-là, ou alors plutôt similaires avec ta sœur? On va dire que c'était différent. Je pense qu'au fond de nous, toutes les deux, on a toujours voulu savoir, parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois en l'assumant, parfois en ayant honte, suivant les phases, suivant nos âges, suivant les périodes. Après, on était déjà conscientes dès le départ, dès qu'on s'est rencontrés, dès qu'on s'est aimés, dès qu'on a compris qu'on pouvait réfléchir tous les deux, donc à 5, 6, 7, 8 ans. On savait qu'on était différentes, on savait même qu'on était les opposés, on savait que nos histoires ne se ressemblaient pas, mais qu'en revanche, on avait toutes les deux été adoptées et toutes les deux mis dans la même famille. Et donc juste ça, en fait, ça a créé un lien très très fort, un lien indestructible, j'ai envie de dire. Mais non, on l'a pas du tout vécu de la même façon, pas du tout. Mais on était assez pudiques sur ce sujet. Pourtant, on en parlait très bien toutes les deux, mais ce n'était jamais très profond parce que je pense qu'on ne voulait pas se donner de la jalousie ou des fausses idées ou des mauvaises idées. Ou voilà, c'était on se soutenait sans forcément en parler, juste avec un regard, juste avec voilà, on savait qu'on était là l'une pour l'autre. Petite question que j'aime bien poser, est-ce que tu as eu un accompagnement psychologique à un moment ou un autre concernant ton adoption? Eh bien, absolument pas. Je n'en ai pas eu. En revanche, j'ai eu recours à voir des psychiatres et des psychologues pour t'apporter toute transparence parce que ça a quand même chamboulé ma vie et toute mon histoire. Il y a à peu près un peu plus de 7 ans, j'étais très très amoureuse, j'étais en couple, on vivait ensemble et voilà, c'était un garçon que j'aimais beaucoup. J'ai fait à manger et puis voilà, ça va être très brutal. J'ai fait à manger et puis il a fait allergie à ce plat, il est décédé sur le coup. On était chez moi avec 2 amis, voilà. Ça a été un choc pour moi, évidemment. J'avais à peine 20 ans et puis je n'avais jamais rien vécu. Tu vois, le fait d'avoir été adoptée et le fait d'avoir donc été abandonnée, c'était ça quelque part le malheur de ma vie. Mais ensuite, je n'ai eu que du bonheur parce que mes 2 parents, tu vois, notre famille, elle a été toujours unie. On a toujours vécu les choses ensemble et eux avaient eu eux aussi leur lot de drames avant même de nous avoir, ma petite sœur et moi. Donc, on était un petit peu sur notre nuage, tu sais. On n'avait jamais rien bravé, on n'avait jamais rien vécu de difficile, jamais perdu quelqu'un de proche. J'avais toujours mes 4 grands-parents. Donc, si tu veux, moi, la mort, la perte, tout ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et mes parents nous ont bien mis dans un cocon en plus très confortable, rempli d'amour, surtout. Et donc, quand il m'est arrivé ça, évidemment, ça a été un choc. S'en est passé aussi plein d'épisodes tous assez tragiques. Quand il a disparu, voilà, pendant 4 jours, j'ai été très soutenue par sa famille, on s'est beaucoup soutenus. Puis ensuite j'ai été accusée, accablée parce que voilà, il fallait à tout prix un coupable. À ce moment-là, c'était voilà, et je le comprends, je n'ai jamais eu de colère envers sa famille, mais voilà, ça a été quand même très très compliqué. Et à ce moment-là, donc ça faisait juste 1 mois que j'étais revenue de mon long voyage au Vietnam où j'avais quelque part récolté toutes mes belles réponses et il arrive ça et là j'étais perdue. Je me suis dit mais j'ai eu ce syndrome, tu sais, de la victimisation, ce syndrome de l'abandon où j'avais eu la sensation qu'il m'abandonnait. Alors qu'en fait, non, c'est pas qu'il m'abandonnait, c'est comme ça, c'est la vie. Mais et voilà, ça a été très très dur. J'avais eu la sensation d'avoir eu toutes mes réponses et puis d'un coup que tout s'écroulait, que tout s'effondrait, que tout le travail intérieur que j'avais fait s'est écroulé juste en un événement et en un fragment de seconde. Et donc après voilà, pendant des mois et des mois, ça a été psychiatre, psychologue, kinésiologue, clinique, hôpital psychiatrique. Donc ça a été très fastidieux, très long. J'avais tout arrêté, tout mis en suspens. Et là, oui, là, ça a été un peu compliqué. Et effectivement, ce n'est qu'après toute cette période où j'ai dû rebondir, faire preuve de résilience avec beaucoup de difficultés, eh bien, c'est vraiment là que j'ai fait, du coup, justement, cette recherche vis-à-vis du procès-verbal et de ma famille. Donc, quelque part, tu vois, il y a eu un petit déclic qui m'a dit... La vie, elle est courte, il peut se passer beaucoup de choses et en fait, j'assume le fait que moi aussi, comme ma petite sœur, je suis curieuse et j'ai envie d'en savoir plus. Avant, je l'assumais pas ou j'étais pas fière de moi de penser que je le voulais. Donc, devant les autres, je disais simplement « Oh non, non, mais moi, je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin. »
Et au fond, bien sûr que si. Bien sûr que si, j'aimerais. J'ai toujours aimé. J'en ai même rêvé, je pense. Mais il n'empêche que cette histoire, ça ne fait pas qui je suis, ça fait simplement partie de ma vie et de qui je suis. Et je m'en sors très bien en ne sachant quand même pas tout le fameux de l'histoire, quoi. Oui, on peut avoir des questions qui vont rester sans réponse et être bien avec ça. En fait, c'est accepter et vivre avec. Bien sûr. Plutôt que de forcer les choses et se rendre malheureux parce qu'on n'a pas de réponse, tu vois. Donc, ok, et en fait, toi, c'est un peu comme si t'avait fallu un traumatisme pour après oser assumer vouloir savoir. Oui, exactement. Alors, petite question, quelle est ta relation avec tes parents ? Elle est très fusionnelle. Là, tu vois, hier, j'étais chez eux. On a passé toute la journée chez eux. On est très, très proches. Et puis, à la fois, c'est des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui m'ont toujours encouragée à faire ce que je voulais, qui m'ont toujours soutenue, en me donnant bien évidemment la valeur du travail, la valeur de l'argent. On a été pourri gâtés, je le dis. On a été pourri gâtés, mais malgré tout, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je travaille tous les étés. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens par mes propres moyens. Mais il y a 4 ans, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais besoin d'exactement 12 000 euros pour me lancer, pour un mentorat. Je n'avais pas cet argent, mes parents ont investi sur moi et 3 mois plus tard, je leur ai remboursé. Donc en fait, on va dire que y a une énergie, un feeling entre nous. Comment dire ? Je pense qu'ils ont toujours eu confiance en moi. J'ai toujours été très transparente avec eux. J'aurais toujours été honnête quand je sortais, la première clope, tout. Je pense que je savais que je pouvais avoir confiance en eux. Je leur ai toujours tout dit. Ils ont toujours tout su, donc j'avais droit à tout. C'est-à-dire que je pouvais sortir, ils savaient avec qui j'étais. Je pouvais, tu vois, il y a toujours eu cette transparence entre nous. Et mes parents, je pense qu'ils ont été mon exemple, évidemment. Pour ma petite sœur, je pense qu'elle dirait la même chose aussi. Ils sont très inspirants. On a eu vent aussi de leurs histoires, de leur passé, de ce qui leur est arrivé. Et on comprend, du coup, à 100% pour quelles raisons ils nous ont adoptés, pour quelles raisons ils ont eu cette superbe attitude tout au long de notre vie à Raphaël et à moi. Et donc, voilà, je dirais que je suis une de ces personnes qui dit qu'elle a les meilleurs parents du monde. Est-ce que tu es OK pour partager l'histoire un peu de tes parents ? Bien sûr. En fait, mes parents, donc, ils voulaient évidemment des enfants. C'était très, très, très important pour eux, notamment pour ma mère qui disait qu'elle ne pourrait pas vivre sans enfants. C'était pour elle impossible. Elle m'en a même encore parlé hier dans une conversation. Avant même de raconter ce qui leur est arrivé, rapidement, succinctement vis-à-vis de leur histoire amoureuse, eh bien, mon père a toujours été très, très amoureux de ma mère. Ma mère ne le calculait pas vraiment parce que lui, c'était le gentil garçon qui était toujours bien habillé, bien pomponné, et elle aimait plutôt les garçons un petit peu rebelles. Et puis mon père est parti volontairement faire son service militaire. Quand il est revenu un peu plus musclé, un peu plus bronzé, un petit peu plus masculin sûrement. Et ma mère a enfin découvert le vrai Jean-Paul et ils sont tombés follement amoureux. Mon père était dans un groupe de musique, on va dire que ma mère était sa première groupie. Elle a toujours été son pilier, son soutien. Et puis, ils ont gravi les échelons tous les deux ensemble, tant dans leur carrière professionnelle que dans leur vie personnelle. Ils attendaient des triplés. Et puis, voilà, les 2 premiers, ils les ont perdus pendant la grossesse et la dernière un petit peu avant la naissance. Ils avaient déjà donné un nom, préparé la chambre, la petite valise. Et donc, forcément, ça a été très, très douloureux pour eux. Ils sont rentrés bredouilles, donc sans leur fille. Ils avaient quand même fait, tu sais, beaucoup de démarches avant, hein, tu sais, des in vitro, il y a eu des fausses couches avant. Ils avaient fait aussi des démarches d'adoption. Et quelques mois plus tard, finalement, on leur annonce qu'il y a une petite fille qui les attend au Vietnam. Et là, forcément, ça a changé leur vie. Je dirais que ils avaient 2 choix, comme beaucoup de couples, quand ça leur arrive. C'est soit on fédère ensemble, on se soutient et on reste et on accepte on accepte ce qui est arrivé, ou du moins on vit avec, même si on n'accepte pas, on vit avec, on décide de vivre avec et d'aller de l'avant ensemble, ou soit c'est trop douloureux et on se sépare pour ne plus jamais y penser. Et ils se sont choisis et la preuve aujourd'hui, ils ont passé les plus de 40 ans de mariage depuis même déjà quelques années et je ne les ai jamais vus s'engueuler en soi en fait. Voilà. Et alors tu as écrit un livre, Candice ? Oui,
tout à fait. Quel est le titre et comment cette idée t'est venue? Enfin, comment tu l'as écrit? Enfin, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça. Avec plaisir. En fait, donc je l'ai écrit en avril ou en mars. Ouais, je crois en mars. Il est sorti en mars. 2022? Oui, 2022, tout à fait. Ouais, en mars 2022. À la base, je n'avais pas forcément envie d'écrire un livre. C'est simplement que ça faisait des années que beaucoup de mes amis, de mes proches me disaient, mais Candice, ton histoire, tu devrais tellement en écrire un livre. Mais j'avais ce syndrome de l'imposteur, puis je me disais, mais un livre autobiographique à 28 ans, mais n'importe quoi, à quoi ça sert? Personne ne me prendra au sérieux. Et puis je suis pas littéraire, je ne lis pas de livres en soi, je traite des films, mais je ne lis pas de livres, donc je saurais pas faire. Et puis au fur et à mesure, je sais pas, le fait d'être devenue maman l'année dernière m'a fait pousser des ailes, on dirait. Tu vois, ça m'a rendue beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sûre de moi, beaucoup plus je m'en foutiste aussi, tu sais. J'ai vraiment aucun problème vis-à-vis du jugement des autres aujourd'hui parce que j'ai mon petit cocon, ma petite famille, je suis épanouie dans ma vie de maman et dans ma vie de femme. Donc, écrire un livre, en fait, c'était comme un challenge, un défi. C'était pour ma fille aussi, pour moi, pour poser ma vérité, ma version des choses. Ce qui m'est arrivé il y a 7 ans, ça a été très, très important dans ma vie pour des milliers de raisons. Et je me suis dit, allez, vas-y, tu te lances, tu écris. Est-ce que tu publieras? On n'en sait rien, mais au moins t'écris, ça fait du bien. Et puis j'ai fait une opération chirurgicale où ça m'a obligée pendant 10 jours ensuite à être un petit peu en mode alité. Et pendant ces 10 jours, j'ai écrit, sachant que j'avais écrit déjà un petit peu dans mes notes, mais c'est vraiment pendant ces 10 jours que j'ai tout écrit, où je me suis vraiment structurée. Et c'était le soir, 22h jusqu'à 4, 5 heures du matin. Et c'était un rythme, c'était pas du tout prévu. En plus, c'était pas ma organisation de base, mais j'avais ma fille qui était gardée par mes parents, j'étais à la campagne, chez eux, au calme. Et j'étais très inspirée. Et puis, très facile aussi d'être inspirée quand on parle de sa propre vie. Je veux dire, voilà, je me rappelle de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que j'ai vécu. Donc c'est facile, il fallait juste le poser sur papier. Et j'ai écrit. Une fois fini, je me suis dit, bon, ben, voilà, autant le publier, ça ne coûte rien. Et je me disais, dans tous les cas, ce sera un accomplissement que de l'avoir en papier, de l'avoir dans les mains. Ça en sera un second le jour où Lilia sera grande et qu'elle le lira. Et mon rêve serait qu'elle soit fière de moi, qu'elle soit fière de sa maman, le jour où elle lira son livre. Et puis, dernière chose, je me suis dit, si jamais, par chance, une seule personne, ne serait-ce qu'une seule, lit mon livre et elle se sent plus capable de faire les choses, ou du moins ça lui donne du baume au cœur ou du réconfort, j'aurais tout gagné. Et donc je l'ai publié et mon livre il s'appelle Vous êtes capable, sachant que si on regarde la page de couverture, c'est Vous êtes coupable, gribouillé, le mot coupable est gribouillé à plusieurs reprises et il termine par capable. Donc vous êtes capable. Et donc c'est vraiment un livre autobiographique où j'y aborde très très rapidement à chaque fois le racisme, le rejet, la différence. En fait, c'est de comment je suis passée d'une femme et d'une jeune fille et d'une enfant et d'une petite fille coupable à ensuite petit à petit se sentir de plus en plus apte jusqu'à se sentir pleinement capable d'eux. Voilà. Je mettrai le lien de ton livre dans les notes de cet épisode, comme ça les personnes qui souhaitent se le procurer pourront le commander. Merci beaucoup, merci. Je l'ai lu. Ah oui, tu l'as lu? Quand ça? Il y a 2 semaines. Ok. Ouais. Mais je savais même pas que tu l'avais lu parce qu'en plus quand on s'est appelé, tu me l'avais pas dit, si? Mais en fait, j'avais un peu peur que ça biaise notre échange, tu vois. D'accord. Donc, je préfère garder la transparence, faire comme si j'avais pas lu, comme ça, je vois où toi, tu as envie d'aller aussi dans notre échange, tu vois, pour garder un peu de liberté et de spontanéité. Mais effectivement, je l'ai lu et je trouve que les messages sont hyper chouettes et en plus c'est facile à lire, il y a pas trop de jus de cerveau comme on dit. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Voilà, les choses elles sont dites comme elles sont, point. Il n'y a pas besoin d'aller décortiquer les choses dans tous les sens et ça fait du bien en fait de lire des livres de cette manière sur des sujets aussi puissants, tu vois. Tout ce qui est racisme, c'est quand même quelque chose de poignant. Tout ce qui est adoption, c'est poignant aussi. Ce que tu as vécu il y a 7 ans, c'est dur aussi, tu vois. Mais j'ai trouvé que tu l'écrivais d'une manière où ça restait léger. J'ai pas ressenti de poids dans la poitrine à me dire oh mon Dieu. Tu vois, on sent que t'as fait un énorme travail du coup sur le sujet.
Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que on peut sentir en fait à certains moments donc le poids que j'ai eu à ce moment-là, mais on sent aussi que ce poids il s'est libéré et que ce soit physiquement comme psychologiquement effectivement. Et puis même je n'aurais pas décidé d'avoir un enfant si je ne me sentais pas pleinement guérie par rapport à ça. On ne sera jamais guéri à 100%. J'insiste dans le livre, je dis que la douleur elle ne s'atténue jamais. On dit la douleur, elle s'atténuera avec le temps. C'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle est toujours aussi poignante, toujours comme le premier jour. Mais même malgré le fait que je n'accepterai jamais en soi de comment ça s'est passé, j'ai décidé en fait d'accepter que ça fait partie de ma vie. Mais je ne veux en aucun cas que ça la dirige, ne serait-ce que d'abord pour mes proches. Et puis ensuite, petit à petit, on redevient égoïste. Et on se dit, mais même, je ne veux pas pour moi-même. Et c'est très marrant parce qu'on se rend compte que dès l'instant où on décide d'être égoïste, eh bien, c'est qu'on apprend à s'aimer soi-même et ce n'est que comme ça qu'on pourra justement aimer les autres. C'est en étant égoïste qu'on pourra aimer les autres. Très bizarre. C'est hyper bizarre, mais je te rejoins à fond. C'est un vrai sujet aussi pour les personnes qui ont été adoptées, tu vois, de s'aimer soi-même pour qui on est et tel qu'on est, juste se prendre dans sa globalité, en fait. Et effectivement, le fait d'être égoïste, c'est presque le meilleur cadeau qu'on puisse se faire aussi, parce que c'est oser dire non pour se dire oui à soi aussi. Et il n'y a rien de mieux que ça, en fait, aujourd'hui. Il faut du temps aussi pour le comprendre, pour l'intégrer et l'accepter, quoi. Tout à fait, oui, exactement. Quelle est la chose que tu as le plus retenue? C'est super bizarre, c'est vraiment sur un détail, tu vois, mais c'est en fait ton livre est écrit de manière chronologique et à chaque chapitre il y a coupable 2, etc. Et en fait c'est cette transformation tout au long du livre de coupable 2 vers le capable. Et ça en fait je trouve que c'est le message le plus... Enfin, j'ai trouvé ça chouette parce que je sais pas comment le dire, mais je suis un peu convaincue que dans la vie, quand on traverse une tempête ou un moment très difficile, c'est une ouverture vers quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus fort qu'on peut même pas imaginer en fait. Et je trouve que ton livre, c'est ça qui représente aussi, c'est des trucs hyper compliqués, mais qui permettent d'après s'expanser, s'autoriser à, etc. Et voilà, c'est une force incroyable, j'ai trouvé. Super, ok. Ça me fait des frissons. Génial. Maintenant, je vais arrêter de poser des questions parce que sinon, c'est moi demain qui vais sortir un podcast. Pas du tout un projet, absolument pas. Pas du tout, mince. Non. Pourtant, il y a de la place. Hein. Je pense que oui, si tu veux créer un podcast, tu peux y aller. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à parce qu'on est sur le podcast de l'adoption, par rapport à ton adoption que t'as pas dit, que t'aimerais aborder, ou un message que t'aimerais passer? Je dirais que l'adoption est un sujet très vaste et qu'on a chacun notre histoire et qu'on a chacun notre propre perception. Je dirais aussi que on a le choix entre se victimiser ou finalement à nous sublimer par rapport à ça. Peu importe ce qu'on décide, on est toujours responsable finalement de nos propres choix et de nos propres décisions. Bien sûr qu'il y a des histoires qui sont peut-être encore plus tragiques que d'autres, et bien sûr que on peut décider que voilà, c'est un malheur qui nous est arrivé au tout début de notre vie parce que on a été délaissé ou on a été abandonné. En revanche, je ne sais pas si c'est la meilleure des manières est-ce que vraiment on se fait honneur en se disant ça? Je crois pas. C'est-à-dire que voilà, on pourrait se dire ça et pendant plusieurs moments dans ma vie, je pense que oui, je me victimisais, j'avais le syndrome de l'abandon, j'avais peur, j'étais une dépendante affective, bon, toutes ces choses-là. Et puis un jour, j'ai décidé que non, c'était encore quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais qui ne la dirigerait pas, qui ne ferait pas partie de moi. Et donc, le fait d'avoir été adoptée n'est rien d'autre qu'une infime partie de toute ma vie, et je décide d'écrire la mienne et de faire en sorte que c'est pas ça qui va la diriger. Et je vois encore beaucoup trop de monde qui ont été adoptés, qui sont dirigés par cette condition, alors qu'on a totalement la possibilité d'en changer. Et je pense qu'on ne peut pas que personne ne peut nous sauver. Il y a que nous qui pouvons se sauver, quoi. Voilà. Même si, voilà, j'insiste sur le fait que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, que c'est toujours très délicat, que ça dépend aussi dans quelle famille on est tombé, entre guillemets, si je peux dire. Voilà, c'est parfois tout autant difficile pour des parents adoptifs que pour des adoptés, enfin, des adoptants et des adoptés.
Mais en tout cas, voilà, Louise, vraiment, je suis trop contente d'avoir fait partie de ce podcast et de me dire que tu as lancé ce podcast-là parce que je pense que tu vas éclairer des lumières, notamment pour des personnes qui d'ailleurs n'ont jamais adopté, juste pour leur culture G, en fait, juste pour leur curiosité, mais aussi pour des parents qui souhaitent adopter et qui vont se dire ouais, mais en fait toutes ces personnes qui ont été adoptées, finalement ça donne encore plus envie parce qu'on se rend compte que non, on ne fait pas que les déraciner, on leur donne vie, en fait, on leur donne de l'espoir et on peut être capable de les propulser dans une vie qu'ils méritent. Donc c'est super. Et puis aussi voilà, pour toutes les personnes qui ont été adoptées et qui vont nous écouter et qui vont se rendre compte que voilà, ils sont pas tout seuls du tout dans leurs conditions, quoi. Et ça, c'est génial. Donc, merci, bravo. Et voilà, encore une fois, très honorée d'en faire partie. Tu vas me faire verser une larme. Mais t'as bien résumé toute l'essence, en fait, de ce podcast. Et je suis ravie que t'aies participé à cet épisode. On se rappellera peut-être dans quelques années pour voir si t'as évolué encore par rapport à ça, des nouveautés. Bien sûr. Notamment, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ta fille avec ses origines vietnamiennes et portugaises. Comment elle vit ça, tu vois. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie. On va s'arrêter là. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Avec grand plaisir. J'ai passé un excellent moment avec toi. Moi aussi. J'espère que nos auditeurs aussi. Si vous souhaitez échanger avec Candice, bien sûr, je vous mets son compte Instagram aussi dans les notes de l'épisode. Comme ça, voilà, ça vous fait un petit point d'accroche avec elle. Merci beaucoup, Louise. Merci à tous. Merci à toi, Candice.